En 1983, une série de crimes atroces frappe les alentours de la ville de Joliet, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Cette série de tueries, ne semblant suivre aucun schéma particulier et être totalement aléatoire, va terroriser la population de cette région et va entraîner la police dans une course contre la montre pour en arrêter l'auteur. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante mais vraie du tueur en série Milton Johnson, surnommé The Weekend Murderer, ou le meurtrier du week-end en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 15 mai 1950 dans la petite ville de Millery, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance du petit Milton Johnson. Milton est le second des 3 enfants du couple formé de Dolly et Robert Johnson. À cette époque, la ville de Millery était une ville principalement ouvrière et agricole, typique du sud des États-Unis. La famille Johnson se fondait totalement dans ce décor et avait aussi un train de vie plutôt modeste. Dolly, sa mère, était vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter et son père Robert était ouvrier dans une usine de carton. Malgré leurs revenus modestes, les parents Johnson faisaient en sorte que les enfants ne manquent de rien. Du côté de Milton, sa petite enfance est tout ce qu'il y a de plus normal. Il était décrit comme un enfant plein de vie et avec un sourire constant sur le visage. Du côté de la fratrie, l'entente était aussi parfaite. Les frères étaient d'excellents partenaires de jeu les uns pour les autres. Tout semblait aller pour le mieux pour les Johnson. Mais les choses vont très vite changer. En 1953, soit 3 ans après la naissance du petit Milton, des tensions commencent à apparaître entre les parents, Dolly et Robert. La raison de ces tensions ne sont pas connues, mais quoi qu'il en soit, cela mènera au divorce des parents en 1954. À partir de cette date, les enfants vont totalement perdre contact avec leur père biologique. Le divorce de leurs parents sera très mal vécu par les enfants Johnson, et plus particulièrement par Milton, qui ne comprenait pas réellement la situation. Il déclara plus tard avoir vécu ce divorce comme un abandon de son père, avec toute la culpabilité de l'enfant qui en résultera. Malgré ce divorce en 1954 et les difficultés financières qui en suivront, la famille Milton réussira néanmoins à avancer sans trop de dommages. En 1956, Dolly, sa mère, fait la rencontre d'un homme nommé Sam Meyers. Dès leur rencontre, Sam se montre très attentionné avec les enfants et ceux-ci l'acceptent très vite comme leur nouvelle figure paternelle. La même année, Dolly et Sam Meyers se marient et Sam viendra habiter dans la maison familiale des Johnson. Mais l'arrivée de Sam va très bientôt venir chambouler la vie paisible des Johnson. En effet, au début de l'année 1957, Sam Meyers, le beau-père de Milton, trouve un emploi bien rémunéré dans une entreprise itinérante de construction. Eux qui étaient très sédentaires se voient maintenant du jour au lendemain contraints de déménager régulièrement au gré des contrats de l'employeur de Sam. Entre 1957 et 1962, la famille s'installera respectivement dans la ville de Toledo, dans l'État de l'Ohio, puis quelque temps plus tard dans la ville de Baltimore, dans le Maryland. Mais comme vous vous en doutez, ces déménagements fréquents vont totalement déstabiliser Milton et ses frères. Milton déclara plus tard qu'il ne se sentait plus chez lui nulle part. Il n'avait pas le temps de commencer à se faire des amis, qu'il devait déménager de nouveau et repartir à zéro. Ces déménagements fréquents ne favorisent pas non plus la scolarité de Milton, qui fera face à d'importants retards par rapport à ses camarades. Milton, qui était de nature joyeuse, commence progressivement à se refermer sur lui-même. Il commençait aussi à montrer des signes de nervosité et une impulsivité naissante. En 1962, et après un dernier déménagement, la famille s'installe définitivement dans la ville de Joliet, dans l'État de l'Illinois. Milton, alors âgé de 12 ans,
intègre la Joliet Central High School pour débuter ses études secondaires. Mais Milton s'intègre toujours aussi mal. Il était toujours aussi fermé sur lui-même et toujours aussi impulsif. Certains témoignages d'élèves de l'école préciseront aussi qu'en plus d'être fermé sur lui-même, Milton commençait aussi à harceler d'autres camarades. Ces déclarations ne seront pas officiellement corroborées, mais au vu de la trajectoire future de Milton, il ne serait pas improbable que ce soit réellement arrivé. Il est aussi important de relever un point intrigant. À partir de 1962, Milton, qui était alors âgé de 12 ans, commence à se plaindre très régulièrement de maux de tête aigus. Ces maux de tête deviendront tellement handicapants que Milton sera hospitalisé 3 semaines en 1966. Les diagnostics des médecins ne révéleront rien de particulier. Dans le doute, des dents de sagesse lui seront retirées, mais ces maux de tête ne disparaîtront pas pour autant. Cet événement, même s'il ne sera pas trop mis en avant durant l'enquête future, reste cependant très intriguant. Avait-il reçu un choc à la tête? Présentait-il des problèmes neurologiques? Ou est-ce simplement une réaction psychosomatique? Des questions auxquelles nous n'aurons jamais vraiment de réponse. Quoi qu'il en soit, après sa sortie de l'hôpital, Milton réintègre son école. Mais cette absence ne va pas arranger les choses. Lui qui avait déjà de grandes difficultés à l'école se retrouve maintenant avec un retard important sur ses camarades. Après quelques jours de cours, Milton décide finalement de jeter l'éponge et quitte définitivement l'école. Pour lui, il était temps de rentrer dans la vie active. En 1968, Milton, alors âgé de 18 ans, intègre le Jobs Corps Programme. Le Jobs Corps était un programme de formation professionnelle mis en place par l'État américain à destination des jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans et à faible revenu. Après avoir été accepté dans ce programme de formation, Milton déménage dans la ville de Sparta, dans l'État de Wisconsin, pour débuter une formation de soudeur. Plus tard, en 1968, et après avoir validé sa formation, il est embauché en tant que soudeur dans une société de l'État du Michigan. Il déménagera alors dans la ville de Détroit et habitera un temps dans une auberge de jeunesse. Mais en 1969, Milton est renvoyé de son travail pour raisons économiques, puis décide de rentrer chez ses parents à Joliet. Et celui-ci trouve un travail dans une usine métallurgique nommée Seco Steel dans la ville de Lemont, située à quelques kilomètres au nord de Joliet. Tout semblait s'être stabilisé pour Milton. Il était de nouveau avec sa famille et avait trouvé une voie professionnelle qui lui plaisait. Jusque-là, rien ne pouvait laisser présager de la suite des événements. Plus tard, lors de l'enquête, il sera demandé à Milton s'il avait eu des antécédents de violence ou d'agression, ou s'il avait montré quelques signes de la triade McDonald, comme par exemple de la violence sur des animaux ou encore des envies de pyromanie. Mais Milton niera tout en bloc. Les enquêteurs trouveront cependant que Milton avait été arrêté à l'âge de 15 ans, en 1965, après avoir été soupçonné d'avoir agressé et frappé une femme dans la rue. Mais les charges seront abandonnées par manque de preuves. Il est évident que Milton avait un côté sombre, une face cachée qu'il finira par libérer sans signe annonciateur. Le dimanche 15 février 1970, un jeune couple qui souhaitait passer un moment calme ensemble se gare dans un parking de la réserve naturelle de Pilcher Park, près de la ville de Joliet. Une demi-heure plus tard, le couple voit dans son rétroviseur une voiture se garer derrière eux. Quelques secondes plus tard, Milton Johnson sort de cette voiture et se dirige vers la voiture du couple. Il arrive à leur niveau et leur demande d'ouvrir une fenêtre. Le couple s'exécute et Milton leur demande alors combien de temps ils souhaitaient rester dans ce parking. Alors que la jeune femme commençait à répondre, Milton sort une arme de sa poche et commence à les menacer. Il ordonne alors au jeune couple de lui donner leur argent, soit environ 25 $. Il ordonne ensuite au jeune homme de poser ses mains et sa tête sur le volant et de ne plus bouger. Il se retourne ensuite vers la jeune femme et lui ordonne de passer sur le siège arrière de leur voiture. Et la jeune femme s'exécute. Milton monte à son tour à l'arrière de la voiture et commence à abuser de la jeune femme. Durant l'agression, il va utiliser l'allume-cigare de la voiture pour la brûler à plusieurs reprises. Puis va la frapper au visage si brutalement qu'il lui brisera la mâchoire. Après avoir fini, il ordonne à la jeune femme de se rasseoir à l'avant de la voiture, puis demande au jeune homme d'ouvrir sa portière. Milton avait une idée en tête.
Il souhaitait tuer le couple, mais qu'avec une seule balle. Le temps que Milton sort de l'arrière de la voiture, le jeune homme saute sur l'occasion et sort du véhicule, puis prend la fuite en courant. Le jeune homme réussira à arriver dans un hôtel à proximité et à appeler la police. Milton, pris de panique, se jette au volant de la voiture du couple et démarre en trombe. Je précise que la jeune femme était toujours avec lui dans la voiture à ce moment-là. Se sachant en mauvaise posture, il décide d'emmener la jeune femme dans un hôpital à proximité et la fait entrer aux urgences. Milton sera finalement arrêté au bout de quelques minutes et inculpé pour vol, coups et blessures et pour avoir abusé de la jeune femme. Après son inculpation, Milton sera envoyé devant le juge. Et après quelques jours de procès, il sera condamné à purger une peine comprise entre 25 et 35 ans et sera envoyé à la prison d'État de l'Illinois pour purger sa peine. Durant sa période carcérale, Milton va se tenir à carreau, espérant demander dès que ce sera possible une libération conditionnelle. Durant son séjour en prison, il sera suivi par plusieurs psychiatres qui concluront leurs différents rapports, précisant que Milton ne représentait pas un réel danger pour la société ni pour lui-même. Son agression paraissait être un coup de folie passager dû à la pression de sa vie. Après plusieurs demandes de libération conditionnelle refusées, Milton est finalement libéré sous conditionnel le 9 mars 1983, après seulement 13 ans d'incarcération. À sa sortie, Milton n'avait en aucun cas décidé de se ranger. Au contraire, il n'avait qu'une seule idée en tête, celle de pouvoir revivre une nouvelle fois l'explosion d'adrénaline qu'il avait ressentie durant l'agression du couple de Pilcher Park. Mais cette fois-ci, il se promet de ne plus se faire prendre aussi facilement. À ce stade, Milton était devenu une véritable bombe à retardement, et ce qui devait arriver allait inévitablement finir par arriver. Le 17 juin 1983, Teresa McKean rentrait tranquillement de son travail lorsque d'un coup, elle remarque un van noir qui commençait à rouler à son niveau côté passager. Au bout de quelques secondes, elle entend une forte détonation et voit la vitre passager de sa voiture partir en morceaux. Après cela, le van noir accélère et disparaît dans le noir. Teresa, sous le choc de ce qui venait d'arriver, continue sa route doucement. Au bout de quelques minutes, elle recroise le même van, mais cette fois-ci, il était arrêté sur le bas-côté de la route et un homme afro-américain se tenait debout à côté avec une arme à la main. Cet homme n'était autre que Milton Johnson. Au passage de Teresa, Milton va alors tirer sur sa voiture à 4 reprises, la manquant de peu. Arrivée chez elle et totalement en panique, Teresa appelle la police et leur raconte sa mésaventure. Mais pour une raison inconnue, celle-ci va déclarer avoir vu 2 hommes dans la voiture. La police prend donc la déposition et lance une patrouille sur le chemin qu'avait emprunté Teresa. Le policier en patrouille remarque alors un van noir sur le bas-côté, pouvant correspondre à la description qu'avait faite Teresa. Il décide alors de contrôler son propriétaire. Il s'arrête donc au niveau du van et demande ses papiers à l'homme qui s'y trouvait. Le policier note le nom de Milton Johnson, mais comme il n'y avait qu'un seul homme dans la voiture, contrairement à la déclaration de Teresa, le policier décide de continuer sa patrouille sans inquiéter Milton. Plus tard, il sera demandé à Teresa si elle était sûre d'avoir vu 2 hommes dans la voiture, et elle répondra ne plus se rappeler pourquoi elle avait dit cela. Pendant ce temps-là, Milton reprend sa route encore plus en confiance. Le samedi 25 juin 1983, dans la ville de Joliet, Milton pénètre totalement arbitrairement dans la maison de 2 sœurs, nommées Zita Bloom, 66 ans, et Honora Laman, 67 ans. Il va les surprendre pendant leur séance de lecture, puis va les frapper avant de les tuer avec son arme et de mettre le feu à leur maison. Les corps des 2 sœurs sont retrouvés le lendemain, totalement carbonisés. Les meurtres de Zita et Honora ne feront pas partie des actes d'accusation retenus contre Milton, mais lui seront néanmoins attribués plus tard. Le samedi 2 juillet 1983, les corps de Kenneth Chancellor, 34 ans, et celui de Terry Lynn Johnson, 19 ans, sont retrouvés dans une voiture près de la frontière entre le comté de Will et le comté de Cook. Je précise que la victime Terry Lynn Johnson n'a pas de lien de parenté avec Milton, malgré le nom de famille. Quoi qu'il en soit, les disparitions de Kenneth et Terry Lynn avaient été déclarées quelques heures plus tôt par leurs conjoints respectifs. Il semblerait que Milton ait surpris le couple adultère de manière totalement aléatoire avant de les tuer par balle.
Lors de l'autopsie de Kenneth et Terry Lynn, le médecin légiste remarque que le couple avait été tué avec une seule balle, tirée avec la même arme. Il semble donc que Milton ait finalement réussi l'expérience qu'il voulait tenter à Pilcher Park. Mais attendez, ce n'est pas fini. Un véritable massacre est sur le point de se produire. Nous sommes maintenant le soir du vendredi 15 juillet 1983. Les policiers Dennis Foley, 50 ans, et Stephen Meyer, 22 ans, étaient en patrouille à Joliet. Les deux hommes étaient membres des patrouilles de volontaires du comté. Leur mission était principalement de garder un œil sur les rôdeurs ou autres vandales se promenant dans la zone. Après quelques heures de patrouille, vers 3h30 du matin, le samedi 16 juillet 1983, ils remarquent un van noir en travers de la route. Les deux policiers décident alors de s'arrêter à son niveau et de porter assistance au propriétaire du van. En s'approchant du van, ils remarquent que l'avant de ce van bloquait un autre véhicule, une Chevrolet Chevette rouge. Alors que les deux policiers s'approchaient de la Chevrolet Chevette, un homme afro-américain saute de derrière le van noir et surprend les policiers en leur tirant dessus. L'agent Stephen Meyer est touché très gravement et meurt sur le coup. Dennis Foley, le second policier, est aussi très gravement touché au niveau de la tête et tombe au sol. Se sachant en très mauvaise posture, Dennis Foley fait le mort au sol malgré la douleur lancinante et dans l'espoir que le tireur finisse par quitter les lieux de lui-même. Au même instant, une Chevrolet Suburban passe sur le lieu de la fusillade. Cette voiture était conduite par George Keel, 24 ans, qui était accompagné de sa petite amie, Laura Troutman, 21 ans. Le couple rentrait d'une soirée entre amis. Au passage de la Chevrolet Suburban, conduite par le couple, le tireur, que nous savons être Milton Johnson, commence à leur tirer dessus. George Keel, le conducteur, reçoit une balle dans la tête et est tué sur le coup. À la suite de ces tirs, la Chevrolet Suburban du couple fait une embardée et se retrouve projetée dans un champ de soja avant de s'arrêter. Après avoir tiré sur le couple, Milton remonte dans son van et quitte les lieux. Après le départ de Milton, le policier Dennis Foley, très gravement blessé, se traîne alors jusqu'à sa voiture de patrouille et demande de l'aide avec sa radio. Au même instant, dans la Chevrolet Suburban, Laura Troutman sort difficilement de la voiture et malgré avoir reçu plusieurs balles dans le corps, réussit à traverser en courant le champ de soja et à frapper à la porte d'une ferme à proximité. Le fermier ouvre la porte et lui porte assistance et en parallèle appelle la police. Laura Troutman décide alors de retourner sur les lieux de la fusillade pour voir son petit ami, George Keel. La police arrivera quelques minutes plus tard sur les lieux et constatera le décès de l'agent Stephen Meyer. Ils constateront aussi que dans la Chevrolet Chevette rouge se trouvaient les corps de Kathleen Norwood, 25 ans, et celui de Richard Pauline, 32 ans, tous deux tués par balle. Les policiers vont ensuite s'approcher de la Chevrolet Suburban échouée dans le champ de soja. Ils trouveront le corps de George Keel et verront Laura Troutman choquée mais vivante à ses côtés. Les policiers trouveront aussi le corps de Dennis Foley dans la voiture de patrouille. Les policiers sur place reconstituent rapidement la scène. Le couple dans la Chevrolet rouge, donc Kathleen Norwood et Richard Pauline, s'était arrêté sur le bas-côté de la route pour avoir un moment d'intimité, lorsqu'ils ont été attaqués par surprise par un homme conduisant un van noir. Un homme que nous savons, vous et moi, être Milton Johnson. Cet homme a ensuite abattu le couple avant d'être surpris par la voiture de police conduite par Meyer et Foley. La suite, vous la connaissez. Sur les lieux de la fusillade, la police va trouver très peu d'indices. Ils vont néanmoins trouver une empreinte de pas provenant d'une chaussure Converse All-Star. Les enquêteurs vont aussi retrouver sous le corps de Stephen Meyer un reçu de vente d'un magasin de pêche nommé Waltz. C'était un reçu manuscrit sur lequel le nom de Sam Myers était écrit en lettres capitales. Le lendemain, le 17 juillet 1983, Milton, qui était toujours sur la route suite à la fusillade de la veille, repère une Plymouth Fury garée sur le bas-côté de la route. À l'intérieur se trouvait Anthony Hackett, 18 ans, assis à l'avant, et sa petite amie, Patricia Payne, 18 ans, assise à l'arrière. Les deux étaient endormis. La veille, le couple de 18 ans avait passé la journée dans un parc d'attractions nommé Six Flags Great America. Je précise que durant cette journée, au parc, Anthony achètera une peluche qu'il offrira à sa petite amie. Il gardera le ticket de caisse dans son portefeuille.
Gardez bien cette petite information en tête. À la fermeture du parc, ils avaient pris la route pour rentrer chez eux. Fatigués de leur journée, le couple décide de s'arrêter à proximité de la ville de Joliette pour dormir dans la voiture. Le lendemain matin, Milton repère donc la voiture du couple sur le bas-côté. Il s'arrête à leur niveau, sort de sa voiture, puis se place devant la fenêtre du conducteur avant de sortir son arme et de tirer sur Anthony, le tuant sur le coup. Patricia Payne, surprise par le bruit, se réveille en sursaut et voit Milton en train de la menacer et de lui demander de sortir de la voiture. Et Patricia s'exécute. Milton lui demande ensuite de monter dans son van et les deux prennent la route. Au bout de quelques minutes de route, Milton s'arrête dans un endroit isolé, puis se jette sur Patricia avant d'abuser d'elle. Après avoir fini, il va sortir son couteau et la poignarder avant de la jeter de son van. La jeune femme sera repérée par un conducteur quelques minutes plus tard et celui-ci l'emmènera à l'hôpital. La police sera aussi appelée et prévenue de cet incident. L'agent de police, John Maduga, se présente alors à l'hôpital où se trouve Patricia Payne afin de prendre sa déposition. Celle-ci décrira son agresseur et préviendra aussi que son petit ami, Anthony Hackett, avait été touché par balle dans une voiture, une Plymouth Fury. L'agent Maduga prend note de ces éléments et se met à la recherche de cette voiture. Au bout de quelques heures de recherche, il repère la voiture sur un bas-côté et découvre à l'intérieur de celle-ci le corps sans vie d'Anthony Hackett. Du côté de la police, le lien entre les affaires n'avait pas encore été fait. Mais les crimes s'étant déroulés dans un laps de temps très court, il était compliqué à ce stade d'organiser si vite une enquête. Et de son côté, Milton continuait tranquillement sa vie sans être inquiété. Le samedi 20 août 1983, Milton repère une boutique de céramique nommée Greenware by Mary Céramique dans la ville de Joliette. Il entre et voit 4 femmes en train de discuter dans la boutique. Il y avait Marilyn Beers, 45 ans, Barbara Dunbar, 38 ans, Agnès Ryan, 75 ans, et la belle-fille d'Agnès Ryan nommée Pamela Ryan, 29 ans. De manière totalement improvisée, Milton sort alors son arme et les menace. Il leur demande ensuite d'aller dans l'arrière-boutique. S'ensuit alors une scène d'horreur. Il va attacher les 4 femmes avant de les frapper et de les poignarder à la poitrine. Après avoir fini, il se relève et quitte les lieux calmement. Les corps sont retrouvés quelques heures plus tard par une des employées de la boutique. À ce stade, rien ne semblait pouvoir arrêter Milton. Il ne semblait plus avoir aucune limite dans la violence. Mais bientôt, l'acharnement de la police portera ses fruits. À ce stade, la police constatait qu'une vague de meurtres sans précédent touchait les environs de Joliette. Mais ils ne savaient pas encore si tous ces meurtres étaient l'œuvre d'une seule personne ou s'il n'y avait aucun lien entre eux. Les enquêteurs se penchent alors sur les maigres indices qu'ils avaient et commencent à étudier le reçu du magasin de pêche qu'ils avaient trouvé sur les lieux de la fusillade du 16 juillet 1983. Il pouvait très bien s'agir d'un déchet se trouvant sur le bord de la route, mais il attire néanmoins l'attention de la police car il semblait neuf. Sur ce reçu se trouvait donc le nom de Sam Myers. Ceci était la seule piste qu'ils avaient pour le moment et décident de la creuser. Le 12 septembre 1983, ils se rendent donc chez ce fameux Sam Myers. Pour rappel, Sam n'est autre que le beau-père de Milton Johnson. Arrivé sur place, la police remarque tout de suite un van noir garé à l'entrée. Par acquis de conscience, un des policiers note la plaque d'immatriculation, le 88 99 30 B. Devant la voiture, les policiers repèrent un homme afro-américain de taille imposante qui semblait correspondre au signalement donné par Patricia Payne, la jeune femme rescapée de l'autoroute. L'homme se présente donc sous le nom de Milton Johnson et précise être le beau-fils de Sam Myers et le fils de Dolly Johnson. La police lui demande alors s'il avait déjà conduit ce van et Milton répond alors qu'il lui arrivait de le conduire mais uniquement quand il était disponible les week-ends. La police prend note et se dirige ensuite vers la maison de Sam et Dolly. La police demande à Sam ce qu'il faisait le soir de la fusillade du 16 juillet 1983, mais Sam répond que sa femme et lui étaient en voyage dans le sud ce week-end-là. La police prend note et quitte les lieux. Arrivé au poste de police et après quelques vérifications, ils constatent très vite que l'alibi de Sam Myers était solide. Mais depuis leur visite, ils avaient maintenant un autre suspect en tête, Milton Johnson. Après la visite de la police au domicile de Milton, la police va constater que la vague de meurtres avait cessé.
La police, qui patrouillait aussi de temps en temps devant la maison de Milton, remarquera que le lendemain de la visite de la police, le van noir avait disparu. En effet, Sam Myers, le beau-père de Milton, était convaincu que la police soupçonnait Milton des meurtres et avait décidé de demander à un ami de garder le van quelque temps, le temps que l'affaire se tasse. Cette disparition du van ne fera au contraire qu'augmenter les soupçons de la police. En parallèle, début février 1984, la police commence à recevoir de nombreux témoignages de femmes ayant été harcelées durant des week-ends de juillet 1983 par une personne afro-américaine conduisant un van noir. Une des personnes avait même noté la plaque d'immatriculation du véhicule, le 88-99-30B. À ce stade, la police n'avait plus qu'un seul suspect en ligne de mire, et ce suspect était Milton Johnson. Pour en avoir le cœur net, la police partage avec Patricia Payne, la survivante qui avait été abandonnée sur l'autoroute, une série de photos, dont celle de Milton. Mais celle-ci déclare ne pas être sûre à 100% et préférait entendre leur voix pour confirmer un suspect. Le 9 mars 1984, Milton est convoqué au poste de police et mis en ligne avec 4 autres hommes. De l'autre côté de la vitre sans teint se trouvait Patricia Payne. La police demande alors à chacun des hommes de répéter une phrase. Et au bout de quelques minutes, et sans hésiter, Patricia Payne reconnaît la voix de Milton. Pour la police, il n'y avait plus de doute possible. Le périple macabre de Milton Johnson allait s'arrêter là. Après cette confrontation, Milton est arrêté et des mandats de perquisition sont émis pour le van et la maison des parents de Milton. Dans le van, la police va trouver une mèche de cheveux de Patricia Payne. Ils vont aussi trouver le ticket de caisse de la peluche qu'Anthony Hackett avait acheté dans le parc d'attractions. Ils trouvent aussi un couteau. La perquisition dans la maison permettra de trouver 3 cartouches de Magnum 357 qui correspondaient à l'arme du crime de Hackett. Ils trouvent aussi une paire de Converse All-Star de la même pointure que l'empreinte retrouvée sur les lieux de la fusillade du 16 juillet 1983. Après ces découvertes, Milton est donc inculpé des meurtres. Le procès débute le 1er juin 1984, suite à un imbroglio dû à un changement d'avocat de dernière minute. Le procès ne durera que quelques semaines au vu des preuves évidentes récoltées. Durant le procès, viendra à la barre Patricia Payne, qui pointera du doigt Milton comme étant son agresseur. Viendra aussi à la barre Laura Troutman, la survivante de la fusillade du 16 juillet 1983. Elle aussi pointera Milton. Fin juillet 1984, Milton Johnson est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. C'est durant le procès de Milton que son surnom de The Weekend Murderer, ou le tueur du week-end en français, fait son apparition dans la presse. Ce surnom faisait référence au fait qu'il ne tuait que lorsqu'il avait accès au van de son beau-père, c'est-à-dire les week-ends. J'aimerais aussi souligner ici l'efficacité de la police qui a fait un travail remarquable dans des délais extrêmement courts. Leur intervention précieuse a clairement sauvé des vies. En 2003, le gouverneur de l'Illinois, George Ryan, a accordé à de nombreux condamnés à mort de l'État une commutation en peine à perpétuité. Milton faisait partie de cette liste. À la sortie de cette vidéo, Milton Johnson est toujours vivant et incarcéré à la prison Menard, dans l'Illinois. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Milton Johnson, ou l'histoire d'un homme insoupçonnable qui se révèle être un véritable monstre. Un monstre qui parcourra les rues pour assouvir ses pulsions et qui détruira des vies et des familles sur son chemin. Milton Johnson est un tueur en série très méconnu, mais reste une plaie béante dans l'histoire criminelle de l'État de l'Illinois. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à me partager tes impressions dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.